Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Parfois, en marchant dans une rue familière, vous levez les yeux vers un immeuble que vous avez déjà vu 100 fois et soudain, vous remarquez quelque chose, un détail dans la façade, une fenêtre qui semble déplacée, une symétrie qui n'en est pas tout à fait une. Ou bien vous entrez dans un bâtiment pour la première fois et sans savoir pourquoi, vous vous sentez immédiatement apaisé, ou au contraire, légèrement mal à l'aise, comme si l'espace lui-même vous parlait dans une langue que vous ne comprenez pas consciemment. Ces sensations ne viennent pas du hasard. Elles naissent d'une architecture invisible, celle des proportions, des angles, des rapports entre les formes, une géométrie silencieuse qui influence notre perception sans que nous le sachions. Et pourtant, quand on y réfléchit, pourquoi certaines formes nous touchent-elles plus que d'autres ? Pourquoi un rectangle plutôt qu'un autre semble-t-il plus harmonieux ? Pourquoi certains édifices traversent-ils les siècles en gardant leur pouvoir de fascination ? Ces questions nous ramènent à quelque chose d'étrange, à l'idée que le hasard lui-même pourrait avoir une structure, que le désordre contiendrait, caché en son cœur, un ordre secret, que les formes qui nous entourent, celles que nous construisons, celles que nous trouvons belles, ne seraient pas simplement le produit de nos choix conscients, mais l'écho de quelque chose de plus profond, de plus ancien, quelque chose qui relie les coquillages aux galaxies, les fougères aux cathédrales, les vagues aux colonnes. Ce soir, nous allons explorer cette architecture invisible. Nous allons contempler comment le hasard construit ses formes, comment l'ordre émerge du chaos, comment les nombres se cachent dans la pierre, comment la nature et l'esprit humain dialoguent à travers la géométrie. Installez-vous confortablement, laissez votre respiration se faire plus lente, plus régulière. Ce voyage sera doux, contemplatif, comme une promenade nocturne à travers les formes qui tissent le monde. Le rectangle d'or. Imaginons un rectangle. Pas n'importe quel rectangle, pas un carré, pas non plus un rectangle trop étiré, mais un rectangle d'une proportion particulière. Si sa largeur est de 1, sa longueur sera d'environ 1,6 et un 8. Ce nombre 1,6, 1 8 possède un nom. On l'appelle le nombre d'or, la proportion dorée, le rapport phi. Et ce rectangle qu'il incarne, on le nomme rectangle d'or. Ce qui rend ce rectangle extraordinaire, c'est qu'il possède une propriété unique. Si vous prenez un rectangle d'or et que vous en retranchez un carré parfait, le rectangle qui reste est lui aussi un rectangle d'or. Et si vous recommencez l'opération sur ce nouveau rectangle, en retirant encore un carré, ce qui reste est toujours un rectangle d'or. Vous pouvez répéter ce processus indéfiniment, à l'infini, et chaque fois, le rectangle résiduel conservera exactement les mêmes proportions. Cette propriété d'auto-similarité, cette capacité à se reproduire à toutes les échelles, fait du rectangle d'or quelque chose de profondément hypnotique. Si maintenant vous tracez un quart de cercle dans chaque carré que vous avez retranché, en reliant les coins opposés, ces arcs se rejoignent pour former une spirale. La spirale d'or, une courbe qui s'enroule sur elle-même, qui se contracte vers un point central, mais qui pourrait aussi, si on inversait le processus, s'étendre indéfiniment vers l'extérieur. Cette spirale apparaît partout dans la nature. Dans la coquille du nautile, cet animal marin qui construit sa maison en ajoutant chambre après chambre, chacune proportionnée selon le nombre d'or. Dans la disposition des graines au cœur du tournesol, qui forment des spirales entrelacées, tournant dans des sens opposés et dont le nombre suit une séquence mathématique liée au nombre d'or. Dans les bras des galaxies spirales, ces immenses structures cosmiques qui tournent lentement dans l'espace, leurs étoiles distribuées selon des courbes qui évoquent la spirale dorée, dans les ouragans vus du ciel, dans les remous d'eau qui s'écoulent, dans la forme des oreilles humaines, dans la croissance des plantes grimpantes. Pourquoi cette forme apparaît-elle si souvent ?
D'un point de vue mathématique, la spirale d'or représente une façon optimale de remplir l'espace. Pour un tournesol, disposer ses graines selon cette spirale permet d'en placer le maximum possible dans un espace limité, sans laisser de vides importants. Chaque graine trouve sa place dans un arrangement qui maximise l'efficacité. Pour un nautile, construire sa coquille selon cette proportion permet une croissance continue, sans jamais avoir besoin de changer de forme. L'animal grandit, mais la structure reste identique à toutes les échelles. Mais au-delà de cette efficacité fonctionnelle, la spirale d'or possède quelque chose d'autre, une beauté. Les humains semblent naturellement attirés par cette proportion, par ce rapport entre les dimensions. Des études ont montré que lorsqu'on demande à des personnes de choisir le rectangle le plus harmonieux parmi plusieurs options, beaucoup sélectionnent spontanément celui qui se rapproche du rectangle d'or. Est-ce parce que nous sommes exposés à cette forme depuis notre naissance, qu'elle imprègne notre environnement naturel, qu'elle structure inconsciemment notre sens de l'équilibre? Ou y aurait-il quelque chose de plus profond, une résonance entre cette proportion mathématique et la façon dont notre cerveau traite l'information visuelle? Les architectes et les artistes ont utilisé le rectangle d'or pendant des millénaires. On le retrouve dans les proportions du Parthénon à Athènes, ce temple dédié à Athéna, construit au 5e siècle avant notre ère, dont la façade semble incarner une harmonie parfaite. Certains chercheurs affirment que les architectes grecs ont consciemment utilisé le nombre d'or dans leurs plans. D'autres suggèrent que cette présence pourrait être le résultat naturel de leur recherche intuitive de proportions équilibrées. On le trouve dans les cathédrales gothiques médiévales, ces édifices élancés qui semblent défier la gravité, dont les proportions verticales créent une impression d'élévation spirituelle. Dans les peintures de la Renaissance, Léonard de Vinci aurait utilisé le nombre d'or dans la composition de certaines de ses œuvres pour créer un équilibre visuel qui guide naturellement le regard. Dans l'architecture moderne, Le Corbusier développa son modulor, un système de proportions basé sur le nombre d'or et les dimensions du corps humain, qu'il utilisa pour concevoir des bâtiments où l'échelle humaine reste présente malgré la monumentalité. Mais il faut être prudent. Beaucoup d'affirmations sur la présence du nombre d'or dans l'art et l'architecture sont exagérées, voire inventées. On peut trouver des approximations du nombre d'or presque n'importe où, si on cherche suffisamment, en sélectionnant les points de mesure qui confirment notre hypothèse. Les Égyptiens qui ont construit les pyramides ne connaissaient probablement pas le nombre d'or en tant que concept mathématique, même si certains rapports dans leur construction s'en approchent. Et pourtant, au-delà des mythes et des exagérations, quelque chose demeure. L'idée qu'il existe des proportions qui résonnent avec notre sens de l'harmonie, des rapports entre les formes qui créent une impression d'équilibre, non pas de façon absolue et universelle, mais comme une tendance, une préférence douce qui traverse les cultures. Le nombre d'or n'est pas magique. C'est simplement un nombre, une proportion mathématique qui apparaît naturellement dans certains processus de croissance, dans certaines optimisations géométriques. Mais cette proportion porte en elle quelque chose de fascinant. Elle nous montre que le hasard de la croissance, la nécessité de l'efficacité et notre sens de la beauté peuvent parfois converger vers les mêmes formes, que ce que la nature construit par accident et ce que nous créons par intention peuvent se rencontrer dans un rectangle, dans une spirale, dans un rapport simple entre deux longueurs. Les symétries brisées. La symétrie exerce sur nous une attraction puissante. Un visage parfaitement symétrique, un bâtiment dont la moitié gauche reflète exactement la moitié droite, un jardin organisé selon des axes précis. Nous associons souvent la symétrie à la beauté, à l'ordre, à la perfection. Et pourtant, si vous observez attentivement, la symétrie parfaite est rare dans le monde naturel. Nos visages semblent symétriques, mais si vous les examinez de près, vous découvrirez de petites asymétries, un œil légèrement plus haut que l'autre,
une commissure des lèvres un peu plus relevée, des différences subtiles qui donnent du caractère. Les arbres développent des branches de façon globalement équilibrée, mais jamais identiques des deux côtés. Chaque branche pousse en réponse à son environnement local, cherchant la lumière, évitant les obstacles, créant une asymétrie fonctionnelle. Les coquillages, spiralés, tournent presque toujours dans le même sens. La plupart des espèces construisent leur spirale vers la droite, quelques-unes vers la gauche, mais rarement les deux en proportion égale. Oh, même les galaxies, ces immenses structures cosmiques, montrent des spirales asymétriques avec des bras plus développés d'un côté que de l'autre, des concentrations d'étoiles irrégulières. En architecture, la symétrie a longtemps été considérée comme un idéal. Les temples grecs étaient conçus selon des axes de symétrie stricts, leurs colonnes distribuées de façon parfaitement régulière, créant un sentiment d'ordre divin. Les palais baroques multiplient les symétries, miroirs architecturaux, où chaque élément trouve son double de l'autre côté d'un axe central, expression d'un pouvoir qui se veut absolu et éternel. Les jardins à la française, comme ceux de Versailles, sont des exercices de symétrie monumentale, la nature domptée et organisée selon des lignes géométriques parfaites. Mais au XXe siècle, quelque chose commence à changer. Les architectes commencent à explorer la symétrie intentionnelle. Frank Lloyd Wright, dans ses maisons organiques, cherche à créer des espaces qui suivent le terrain naturel, qui s'adaptent au site plutôt que d'imposer une géométrie rigide. Ces bâtiments deviennent asymétriques, mais d'une asymétrie équilibrée. Le mouvement moderne en architecture embrasse des compositions asymétriques, des volumes qui se déplacent, des fenêtres qui ne sont plus alignées symétriquement, cherchant un équilibre dynamique plutôt qu'une symétrie statique. L'architecture contemporaine va plus loin encore. Des bâtiments comme le musée Guggenheim de Bilbao, conçu par Frank Gehry, semblent défier toute symétrie. Ces formes courbes et titanesques créent un sentiment de mouvement figé, une géométrie qui évoque l'organique plus que le cristallin. Cette évolution reflète une compréhension plus profonde. La symétrie parfaite peut créer de la beauté, mais elle peut aussi devenir rigide, froide, prévisible. L'asymétrie, quand elle est maîtrisée, quand elle reste équilibrée, peut créer de la tension, du mouvement, de la vie. Dans la composition visuelle, on parle d'équilibre asymétrique, l'idée qu'on peut créer une sensation d'équilibre sans symétrie en jouant sur les poids visuels, les couleurs, les textures, les positions. Un petit élément sombre dans un coin peut équilibrer un grand espace clair de l'autre côté, non pas par symétrie, mais par contraste, par intensité. Les jardins japonais incarnent cette philosophie depuis des siècles. Contrairement aux jardins à la française, les jardins japonais évitent délibérément la symétrie. Les pierres sont placées en nombres impairs, 3, 5, 7, jamais en paires symétriques. Les chemins serpentent irrégulièrement, créant des perspectives qui se révèlent progressivement. Les arbres sont taillés pour accentuer leur caractère naturel, pas pour les forcer dans des formes géométriques. Et pourtant, ces jardins créent un sentiment profond d'harmonie, d'équilibre, de paix. Cette approche se base sur un principe esthétique appelé wabi-sabi, une philosophie qui embrasse l'imperfection, l'asymétrie, l'incomplétude, qui trouve de la beauté dans ce qui est imparfait, impermanent, incomplet. Un bol de céramique avec une glaçure irrégulière, une maison en bois dont les planches se patinent avec le temps, un jardin de mousse qui pousse selon ses propres règles. Cette philosophie reconnaît quelque chose de profond. La vie elle-même est asymétrique, irrégulière, en constante transformation. Chercher la symétrie parfaite, c'est chercher à figer le temps, à arrêter le flux naturel de l'existence. Alors qu'embrasser la symétrie, c'est accepter le mouvement, la croissance, le changement. En mathématiques, il existe un concept fascinant appelé brisure de symétrie. C'est l'idée que dans certaines conditions, un système parfaitement symétrique peut spontanément perdre sa symétrie.
Imaginez une bille parfaitement équilibrée au sommet d'une colline parfaitement ronde. Théoriquement, si tout est parfaitement symétrique, la bille devrait rester en place. Aucune direction n'est préférable. Mais en pratique, la moindre perturbation, le plus petit souffle de vent, la plus infime vibration va faire rouler la bille dans une direction particulière. La symétrie se brise spontanément, créant une asymétrie, un choix, une direction. Ce phénomène apparaît partout dans la nature. Les flocons de neige, malgré leur symétrie hexagonale, ne sont jamais exactement identiques. Chacun brise la symétrie parfaite de façon unique pendant sa croissance. Les cristaux qui se forment, bien que suivant des structures géométriques régulières, développent des défauts, des irrégularités, des brisures de symétrie qui leur donnent leur individualité. L'univers lui-même, selon certaines théories cosmologiques, a connu une brisure de symétrie primordiale, un moment où les forces fondamentales de la nature, initialement unifiées et symétriques, se sont séparées, créant la complexité que nous observons aujourd'hui. En architecture, les symétries brisées peuvent créer des effets puissants. Un bâtiment presque symétrique, mais avec un élément décalé, attire immédiatement l'attention sur cet élément. La petite asymétrie devient significative, elle raconte quelque chose, elle crée une tension, un point focal, une histoire. C'est comme une note dissonante dans une mélodie harmonieuse. Elle ne détruit pas l'harmonie, elle la rend plus intéressante, plus mémorable, plus humaine. Car c'est peut-être là le secret. La symétrie parfaite appartient au monde des idées, des mathématiques pures, de l'abstraction. Mais le monde réel, le monde vivant, est fait de symétries brisées, d'imperfections qui deviennent des caractères, d'asymétries qui créent la diversité. Et notre sensibilité esthétique, forgée par des millions d'années d'évolution dans ce monde réel, réagit peut-être plus profondément à ces imperfections équilibrées qu'à la perfection froide d'une symétrie absolue. Les fractales et l'infini caché. Il existe des formes qui contiennent l'infini dans le fini, des courbes qui possèdent une longueur infinie tout en restant contenues dans un espace limité, des surfaces dont le périmètre grandit indéfiniment à mesure qu'on les examine de plus près. Ces formes, on les appelle des fractales. Le mathématicien Benoît Mandelbrot, qui popularisa le concept dans les années 1970, se posait une question apparemment simple. Quelle est la longueur de la côte de Bretagne ? Au premier abord, on pourrait penser qu'il suffit de mesurer, de tracer une ligne le long du littoral et de calculer sa longueur. Mais plus on regarde de près, plus la question devient étrange. Si vous mesurez la côte sur une carte à petite échelle, en suivant les grandes baies et les caps principaux, vous obtenez une certaine longueur. Mais si vous utilisez une carte plus détaillée qui montre les petites criques, les promontoires secondaires, la longueur augmente. Et si vous marchez le long de la côte avec 1 mètre, en suivant chaque rocher, chaque recoin, la longueur augmente encore. Si vous examinez chaque grain de sable, chaque aspérité microscopique, la longueur continuerait de croître. Jusqu'où ? À l'infini. Cette propriété, où les détails se révèlent à toutes les échelles, où le zoom ne fait jamais disparaître la complexité, est caractéristique des fractales. Une fractale possède ce qu'on appelle l'autosimilarité. Si vous prenez une partie de la forme et que vous l'agrandissez, elle ressemble à la forme entière. Et si vous agrandissez encore une partie de cette partie, elle ressemble toujours à l'ensemble. Cette propriété se répète indéfiniment, à l'infini. La forme fractale la plus célèbre est peut-être l'ensemble de Mandelbrot, une figure mathématique d'une complexité infinie, générée par une formule étonnamment simple. Quand on la visualise, on voit une forme principale qui évoque vaguement un insecte, avec un corps bulbeux et des antennes. Mais en zoomant sur les bords, on découvre des structures infiniment complexes, des spirales, des tentacules, des miniatures de la forme principale qui réapparaissent sans cesse. On peut zoomer pendant des heures,
multiplier l'échelle par des milliards et toujours découvrir de nouveaux détails, de nouvelles structures, une complexité qui ne s'épuise jamais. Mais les fractales ne sont pas seulement des curiosités mathématiques, elles apparaissent partout dans la nature. Les fougères, avec leurs frondes qui se divisent en folioles, qui se subdivisent en sous-folioles, chaque niveau ressemblant au précédent. Les arbres, dont les branches se ramifient, puis se ramifient encore, créant une structure qui se répète de l'échelle du tronc à celle des plus petites brindilles. Les poumons humains, avec leurs bronches qui se divisent en bronchioles, puis en alvéoles, créant une surface d'échange respiratoire immense à partir d'un volume limité grâce à cette géométrie fractale. Les systèmes sanguins qui distribuent le sang dans tout le corps en utilisant une arborescence fractale des artères principales qui se divisent en artérioles puis en capillaires. Les côtes, comme l'avait remarqué Mandelbrot, avec leurs baies qui contiennent des criques, qui contiennent des anfractuosités. Les montagnes, dont les massifs se décomposent en centicentis pics, qui présentent des arêtes, qui montrent des aspérités à toutes les échelles. Les nuages, dont les contours irréguliers se retrouvent à grande échelle dans la forme générale, à échelle moyenne dans les volutes, à petite échelle dans les détails. Pourquoi la nature utilise-t-elle si souvent cette géométrie ? Parce que les fractales sont incroyablement efficaces pour maximiser les surfaces dans des volumes limités. Un arbre, avec sa structure ramifiée, peut exposer un nombre immense de feuilles à la lumière, bien plus qu'une simple colonne ne le pourrait. Les poumons peuvent créer une surface d'échange de plusieurs dizaines de mètres carrés dans le volume restreint de la cage thoracique. Le système sanguin peut atteindre chaque cellule du corps avec une longueur de vaisseau étonnamment économique. Mais au-delà de cette efficacité fonctionnelle, les fractales possèdent une beauté particulière, une complexité qui ne semble jamais excessive, une répétition qui n'est jamais monotone, parce que chaque itération ajoute de la variété tout en maintenant une cohérence. Et cette beauté a commencé à inspirer les architectes. L'architecture fractale émerge au tournant du XXIe siècle. Des bâtiments dont la façade présente des motifs qui se répètent à différentes échelles, des structures qui imitent la ramification des arbres, des colonnes qui se divisent en branches, qui se subdivisent en rameaux, des systèmes de ventilation inspirés par les poumons qui distribuent l'air de façon fractale à travers le bâtiment, des panneaux solaires disposés selon des patterns fractales, maximisant la surface de captation dans un espace donné. Certaines cultures traditionnelles utilisaient déjà intuitivement des principes fractales. Les villages africains de certaines régions, étudiés par l'anthropologue Ron Eglash, montrent des structures fractales remarquables. L'organisation du village dans son ensemble reflète l'organisation de chaque quartier, qui reflète l'organisation de chaque habitation, qui reflète l'organisation de chaque pièce. Cette récursion crée une cohérence visuelle et sociale, où chaque niveau d'organisation fait écho aux autres. Les temples hindous présentent souvent des façades, où chaque tour miniature reproduit la forme de la tour principale, créant une cascade de détails qui se répètent à l'infini. Les mosquées islamiques avec leurs arabesques, ces motifs géométriques qui se répètent et s'entrelacent, créant des complexités infinies à partir de règles simples. Les cathédrales gothiques avec leurs arcs-boutants qui se divisent, leurs pinacles qui se subdivisent, leurs rosaces qui multiplient les motifs géométriques à différentes échelles. Ce qui rend les fractales si fascinantes en architecture, c'est qu'elles créent une richesse visuelle qui ne semble jamais excessive. Parce que notre œil est habitué aux fractales naturels, parce que nous avons grandi entourés d'arbres, de nuages, de montagnes, notre cerveau semble trouver du confort dans cette complexité organisée. Des études ont montré que les gens trouvent généralement les environnements naturels plus reposants que les environnements urbains modernes. Et l'une des raisons pourrait être la présence de géométrie fractale dans la nature, contre les géométries euclidiennes simples de l'architecture moderniste.
Les lignes droites, les rectangles parfaits, les surfaces planes créent un environnement géométriquement simple, peut-être trop simple pour notre système visuel qui a évolué dans un monde fractal. Certains architectes contemporains explorent donc consciemment cette dimension. Ils créent des façades qui présentent de la complexité à toutes les échelles, pas de façon aléatoire, mais selon des règles, des algorithmes qui génèrent de la variété organisée. Des fenêtres de tailles différentes disposées selon des patterns auto-similaires, des balcons qui se répètent avec des variations à chaque niveau, des textures de surface qui changent selon l'échelle d'observation. Et cette approche ne se limite pas à l'esthétique. Les structures fractales peuvent aussi améliorer les performances acoustiques en brisant les réflexions sonores de façon plus naturelle. Elles peuvent optimiser la distribution de la lumière en créant des ombres complexes et changeantes. Elles peuvent de même améliorer la résistance structurelle en distribuant les charges de façon hiérarchique. Les fractales nous rappellent quelque chose de fondamental, que la complexité n'a pas besoin d'être compliquée, qu'on peut générer une richesse infinie à partir de règles simples, que la répétition, quand elle s'accompagne de variations, ne crée pas la monotonie mais l'harmonie, et que le monde qui nous entoure, dans toute sa complexité apparente, pourrait être l'expression de principes d'une étonnante simplicité, des principes que nous commençons seulement à comprendre et que l'architecture commence seulement à vraiment explorer. Les nombres et la pierre. Il existe une relation mystérieuse entre les nombres et les formes, une relation que les bâtisseurs anciens semblent avoir comprise intuitivement, bien avant que les mathématiques ne la formalisent. Quand nous regardons un bâtiment ancien, un temple, une cathédrale, nous ne voyons que de la pierre, du bois, du verre. Mais sous cette matière visible, une structure invisible se cache, une architecture de nombres, de rapports, de proportions. Les pythagoriciens de la Grèce antique croyaient que tout dans l'univers pouvait se réduire à des nombres et à leurs rapports. Pour eux, les nombres n'étaient pas de simples outils de calcul, c'étaient les principes fondamentaux de la réalité. Ils découvrirent que les intervalles musicaux harmonieux correspondaient à des rapports de nombres entiers simples. Une octave, c'est un rapport de 2 pour 1 entre les fréquences, une quinte, 3 pour 2, une quarte, 4 pour 3. Ces rapports simples créent des sons que notre oreille perçoit comme harmonieux, consonants, agréables. Les pythagoriciens pensaient que ces mêmes rapports devaient se retrouver dans l'architecture. Si des proportions numériques simples créent l'harmonie en musique, pourquoi ne créerait-elle pas l'harmonie en architecture ? Et effectivement, les temples grecs semblent suivre des proportions soigneusement calculées. Le rapport entre la hauteur des colonnes et leur diamètre, entre la largeur et la longueur du bâtiment, entre les différents éléments de la façade. Tous ces rapports tendent vers des fractions simples, des nombres entiers. Cette tradition se poursuivit à travers les âges. Les bâtisseurs de cathédrales médiévales utilisaient ce qu'on appelle la géométrie sacrée, un système de proportions basé sur des figures géométriques simples, le carré, le cercle, le triangle équilatéral, le pentagone. Ils tracèrent leur plan en utilisant une corde et un compas, sans mesure précise, en pieds ou en mètres, mais en utilisant les rapports entre les formes. Un carré dont on trace les diagonales, un cercle inscrit dans ce carré, un nouveau carré inscrit dans ce cercle. Chaque opération génère naturellement des proportions spécifiques, des rapports qui se retrouvent dans tout le bâtiment. Cette approche crée une cohérence remarquable, parce que toutes les dimensions dérivent des mêmes opérations géométriques, elles sont naturellement en harmonie les unes avec les autres. La hauteur de la nef, la largeur des bas-côtés, la portée des arcs, tout se relie selon des rapports simples. Et quand on entre dans une de ces cathédrales, on ressent cette cohérence, même si on ne peut pas l'expliquer rationnellement. Il y a une impression d'unité, d'équilibre, de perfection qui transcende les détails individuels. Les architectes de la Renaissance codifièrent ces pratiques. Andrea Palladio,
dont les villas vénitiennes du XVIe siècle restent des modèles d'harmonie architecturale, développa un système de proportion basé sur des séquences de nombres. Il utilisait des progressions arithmétiques où chaque terme augmente d'une quantité constante, 3, 4, 5, 6. Des progressions géométriques où chaque terme est multiplié par une constante, 2, 4, 8, 16. Et des moyennes harmoniques, des combinaisons de ces principes qui génèrent des séries de dimensions interdépendantes. Ces systèmes permettaient de concevoir des bâtiments où chaque pièce, chaque ouverture, chaque élément était proportionné aux autres selon des règles mathématiques précises. Mais pourquoi cette obsession des proportions ? Pourquoi les bâtisseurs accordaient-ils tant d'importance aux rapports numériques ? D'un point de vue pratique, utiliser des proportions cohérentes facilite la construction. Si toutes les dimensions se relient par des rapports simples, il est plus facile de planifier, de calculer les matériaux nécessaires, de coordonner le travail. Mais au-delà de cette utilité pratique, il y avait aussi une dimension symbolique et esthétique. Les bâtisseurs croyaient que l'harmonie mathématique reflétait un ordre cosmique, que les proportions parfaites connectaient le bâtiment terrestre aux proportions du corps humain, de la nature, de l'univers lui-même. Vitruve, l'architecte romain, dont les écrits influencèrent profondément la Renaissance, décrivait comment les proportions du corps humain devaient guider celles de l'architecture. La fameuse image de l'homme de Vitruve, dessinée par Léonard de Vinci, avec un homme dont les membres étendus s'inscrivent parfaitement dans un cercle et un carré, illustre cette idée. L'humain comme mesure de toute chose et le bâtiment comme extension du corps humain à échelle monumentale. Cette approche a des implications profondes. Si un bâtiment est proportionné selon les dimensions humaines, selon les rapports qui régissent notre propre corps, alors nous nous y sentons instinctivement à l'aise. Les espaces ne sont ni trop écrasants ni trop étriqués. Les portes et les fenêtres sont à hauteur appropriée. Les pièces ont des proportions qui résonnent avec notre sens corporel de l'espace. L'architecture moderniste du XXe siècle rejeta initialement ces traditions. Les fonctionnalistes pensaient que la beauté viendrait naturellement de la fonction, que l'ornementation et les systèmes de proportions complexes étaient inutiles. Ils construisirent selon des grilles orthogonales, simples, des modules répétés, des formes géométriques pures. Mais beaucoup de ces bâtiments, malgré leur logique fonctionnelle, semblaient froids, inhospitaliers, aliénants. Le Corbusier, l'un des pionniers du mouvement moderne, finit par reconnaître l'importance des proportions. Il développa son modulor, un système de mesure basé à la fois sur le nombre d'or et sur les dimensions du corps humain. Il imagina un homme de 1,83 m, la main levée, créant des hauteurs standards 2,26 m pour le bras levé, 1,83 m pour la hauteur totale, 1,13 m pour le nombril. À partir de ces mesures, il généra une série de dimensions qui multiplient et se divisent selon le nombre d'or. Et il utilisa ce système dans ses constructions, tentant de concilier le modernisme avec un retour aux proportions harmonieuses. Aujourd'hui, les architectes ont accès à des outils informatiques qui permettent d'explorer les proportions de façon nouvelle. Des logiciels peuvent analyser comment différentes proportions affectent la perception d'un espace. Ils peuvent générer automatiquement des variations selon des règles de proportion. Ils peuvent eux-mêmes simuler comment les gens se déplacent dans un espace, comment leur regard se porte naturellement, quelles zones attirent l'attention. Mais malgré toute cette technologie, les questions fondamentales demeurent. Qu'est-ce qui rend une proportion harmonieuse ? Pourquoi certains rapports numériques créent-ils une impression d'équilibre, tandis que d'autres semblent discordants ? Est-ce purement culturel, appris par exposition à certaines traditions architecturales ? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, une résonance entre les mathématiques et notre perception ? Des recherches récentes en neurosciences suggèrent que notre cerveau pourrait effectivement être sensible aux proportions.
que certains rapports activent des patterns de neurones particuliers, que notre système visuel, optimisé par l'évolution pour détecter rapidement des patterns dans l'environnement naturel, réagit plus facilement à certaines proportions qu'à d'autres. Les proportions simples, celles qui peuvent s'exprimer par des fractions de petits nombres entiers, seraient plus faciles à traiter cognitivement. Et cette facilité de traitement créerait une sensation de plaisir, de confort, d'harmonie. Si c'est vrai, alors les anciens bâtisseurs, sans comprendre les mécanismes neurologiques, avaient découvert empiriquement quelque chose de fondamental, que les nombres ne sont pas arbitraires dans l'architecture, qu'il existe des proportions qui parlent plus directement à notre esprit, non pas par magie, non pas par mysticisme, mais par une correspondance subtile entre la structure mathématique du bâtiment et la structure mathématique de notre perception, entre les nombres gravés dans la pierre et les nombres qui organisent notre cerveau. L'ordre émergent du chaos. Il existe une idée profondément enracinée dans notre culture, l'idée que l'ordre et le chaos sont opposés, mutuellement exclusifs, que là où règne l'un, l'autre ne peut exister. Mais la science moderne a découvert quelque chose d'étonnant, que le chaos peut générer de l'ordre, que l'ordre peut naître spontanément du désordre, que les deux ne sont pas des opposés mais des partenaires dans un processus créatif continu. Cette découverte porte un nom, l'auto-organisation. C'est le phénomène par lequel un système complexe développe spontanément des structures ordonnées, sans direction centrale, sans plan préétabli, simplement par les interactions locales entre ses composants. Un exemple fascinant est celui des termitières. Ces immenses structures qui peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur, avec leurs chambres complexes, leurs tunnels de ventilation, leurs jardins de champignons. On pourrait penser qu'une telle construction requiert un architecte, un plan, une coordination centralisée. Mais les termites n'ont pas d'architecte. Chaque termite suit des règles simples, locales, réagissant à son environnement immédiat. Si l'air est trop humide, elle creuse un tunnel de ventilation. Si elle sent l'odeur de champignons, elle apporte de la matière organique. Si elle trouve une surface lisse, elle y dépose un peu de terre mélangée à sa salive. Aucune termite ne connaît le plan global, aucune ne dirige les autres. Et pourtant, de ces milliers d'interactions simples émerge une structure cohérente, fonctionnelle, admirablement adaptée. C'est cela l'auto-organisation, l'ordre qui naît du chaos des interactions locales. Les villes humaines fonctionnent selon des principes similaires. Personne n'a conçu Paris ou Londres dans leur intégralité. Ces villes ont grandi organiquement, au fil des siècles, chaque génération ajoutant sa couche. Les rues se forment là où les gens marchent le plus souvent. Les marchés s'établissent aux intersections de routes importantes. Les quartiers se spécialisent selon les activités de leurs habitants. Et au fil du temps, une structure émerge, une organisation qui n'a pas été planifiée, mais qui possède pourtant une logique, une cohérence. Bien sûr, les villes modernes involvent aussi de la planification délibérée. Des urbanistes tracent des avenues, conçoivent des quartiers, imposent des règles de construction. Mais même dans les villes les plus planifiées, l'usage réel de l'espace diverge souvent des plans. Les gens créent des raccourcis à travers les parcs, transforment des espaces selon leurs besoins, font émerger des usages non anticipés. L'ordre planifié et l'ordre émergent coexistent, s'influencent mutuellement, créent ensemble la complexité urbaine. Cette tension entre ordre imposé et ordre émergent traverse toute l'histoire de l'urbanisme. Au XIXe siècle, le baron Haussmann transforma Paris en perçant de larges boulevards rectilignes à travers le tissu médiéval. C'était un acte de planification massive, imposant un ordre géométrique au chaos organique des ruelles. Le résultat est ambivalent. Les boulevards apportèrent lumière, air, circulation, une certaine grandeur monumentale. Mais ils détruisirent aussi des quartiers entiers, des communautés anciennes, une texture urbaine qui s'était développée sur des siècles.
À l'opposé, des villes comme Venise ou Fès au Maroc conservent leur caractère organique, leurs ruelles tortueuses, leurs places irrégulières, leurs bâtiments qui semblent avoir poussé plutôt qu'avoir été construits. Ces villes sont difficiles à naviguer pour un étranger, elles ne suivent aucune grille logique. Et pourtant, elles possèdent une cohérence profonde, une échelle humaine, une richesse d'expériences spatiales que les villes planifiées peinent souvent à égaler. L'architecte Christopher Alexander a passé sa carrière à étudier ce qui fait qu'un lieu semble vivant, harmonieux, accueillant. Dans son livre monumental A Pattern Language, il identifie des centaines de patterns, des solutions récurrentes à des problèmes spatiaux. Une place publique entourée de commerces au rez-de-chaussée, un escalier avec des paliers où s'arrêter et socialiser, des fenêtres à hauteur d'assise, des espaces de transition entre public et privé. Ces patterns ne sont pas des règles rigides, ce sont des principes flexibles qui peuvent s'adapter à des contextes différents. Alexander montre que les lieux les plus réussis, ceux où les gens se sentent bien, émergent quand ces patterns s'assemblent organiquement, quand chaque décision locale répond aux besoins immédiats tout en suivant ces principes généraux. En architecture contemporaine, certains concepteurs explorent activement l'auto-organisation. Ils utilisent dans Wood des algorithmes informatiques qui simulent beaucoup des processus naturels, des algorithmes génétiques qui font évoluer des formes architecturales comme des organismes, gardant les variantes les plus adaptées, éliminant les autres, et des systèmes de particules où des milliers d'agents virtuels interagissent selon des règles simples, créant des structures complexes, des réseaux de croissance inspirés par les plantes, les coraux, les systèmes racinaires. Le résultat peut être étonnant. Des formes qui n'auraient jamais été imaginées par un humain seul, des structures qui allient complexité organique et efficacité fonctionnelle, des bâtiments qui semblent avoir grandi plutôt qu'avoir été dessinés. Mais cette approche soulève des questions. Si nous laissons les algorithmes générer les formes, quel est le rôle de l'architecte ? Si l'ordre émerge du chaos computationnel, que devient l'intentionnalité humaine, la vision, le sens ? Peut-on créer de la beauté et du sens par simple émergence, ou faut-il une intention consciente ? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais peut-être la vraie leçon de l'auto-organisation n'est-elle pas de remplacer la conception humaine, mais de l'enrichir, de reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler, que l'ordre peut venir d'en bas autant que d'en haut, que le chaos n'est pas notre ennemi, mais un partenaire créatif. Les meilleurs projets architecturaux combinent peut-être les deux approches, une vision claire, des intentions fortes, mais aussi une ouverture à l'émergence, une capacité à travailler avec les processus naturels plutôt que contre eux, à créer des cadres, des règles, des conditions initiales, puis à laisser l'ordre se développer. Car le hasard, quand on lui donne les bonnes contraintes, peut créer des merveilles que nous n'aurions jamais imaginées. Et l'architecture, quand elle embrasse à la fois l'intention et l'émergence, peut devenir vivante d'une façon que les structures purement planifiées ne le sont jamais. Les espaces liminales. Il existe des lieux qui ne sont ni complètement une chose, ni complètement une autre. Des espaces de transition, des seuils, des entre-deux. Les architectes les appellent espaces liminaux. Le mot vient du latin limen, qui signifie seuil. Un couloir est un espace liminal. Il n'est pas une destination en soi. C'est un passage, un lieu qu'on traverse pour aller ailleurs. Et pourtant, les couloirs peuvent profondément influencer notre expérience d'un bâtiment. Un long couloir sombre et étroit crée de l'oppression, de l'anxiété. Un couloir lumineux avec des fenêtres latérales transforme le passage en promenade. Un couloir qui tourne et révèle progressivement ces espaces crée de la curiosité, de l'anticipation. Les escaliers sont aussi des espaces liminaux, entre le bas et le haut, entre un niveau et un autre.
Mais un escalier peut être bien plus qu'un simple outil de circulation verticale. Les grands escaliers des palais baroques étaient des théâtres, des lieux où voir et être vu, où l'ascension devenait une performance sociale. Les escaliers des bibliothèques, traditionnels, avec leurs paliers équipés de bancs, devenaient des lieux de rencontre, de pause, de conversation impromptue. Certains architectes contemporains créent des escaliers qui sont délibérément des destinations, des lieux où s'asseoir, lire, socialiser, plutôt que simplement passer. Les porches, les vérandas, les balcons sont des espaces liminaux entre intérieur et extérieur, ni totalement dedans, ni totalement dehors. Dans les climats chauds, ces espaces deviennent essentiels, permettant de profiter de l'air extérieur tout en restant protégés du soleil. Mais au-delà de leur fonction climatique, ils créent une transition douce, une zone tampon entre le privé et le public. Depuis votre porche, vous pouvez observer la rue sans être complètement exposé. Vous êtes encore chez vous, mais déjà dans l'espace social. Cette ambiguïté spatiale crée des possibilités sociales particulières. L'architecte Christopher Alexander insiste sur l'importance de ces zones de transition. Il observe que dans les bâtiments qui nous mettent mal à l'aise, il y a souvent un manque d'espaces liminaux. On passe brutalement de l'extérieur public à l'intérieur privé, sans gradation, sans préparation, alors que dans les lieux qui semblent harmonieux, accueillants, il y a des couches, des seuils multiples, des espaces qui vous permettent de vous ajuster progressivement au changement. Un jardin devant la maison, puis une barrière basse, puis un chemin, puis un porche, puis un vestibule, seulement alors la pièce principale. Chaque couche marque une transition, permet un ajustement, crée du rythme. Ces espaces liminaux ont aussi une dimension psychologique profonde. Les anthropologues ont étudié les rites de passage dans différentes cultures. Ces rituels qui marquent les transitions importantes de la vie, naissance, puberté, mariage, mort. Ils ont remarqué que ces rites suivent souvent une structure en 3 phases. Séparation, où la personne est retirée de son rôle social habituel, liminalité, où elle existe dans un état intermédiaire, ni enfant ni adulte, ni vivant ni mort, réintégration, où elle revient avec un nouveau statut. La phase liminale est souvent marquée par de l'ambiguïté, de l'incertitude, voire de l'anxiété. Mais c'est aussi un moment de transformation, de potentiel, d'ouverture. L'architecture peut créer cette même sensation. Quand vous entrez dans une cathédrale gothique, vous ne passez pas directement de l'extérieur à la nef. Il y a d'abord le porche, souvent profond, avec ses sculptures, ses voussures, puis le narthex, cet espace couvert mais pas encore sacré, où les non-baptisés pouvaient se tenir. Chaque seuil prépare psychologiquement à l'expérience suivante. Quand finalement vous entrez dans la nef, après cette séquence de transition, l'impact est amplifié. Les architectes japonais ont développé une sensibilité particulière aux espaces liminaux. L'angawa, cette véranda traditionnelle qui entoure les maisons japonaises, est un espace parfaitement liminal. Couvert par le toit mais ouvert sur le jardin, ni intérieur ni extérieur, un lieu de méditation, de contemplation, de transition entre le domestique et le naturel. Les jardins zen également créent des expériences liminales. Les chemins qui serpentent, obligeant à marcher lentement, à changer de direction, à découvrir progressivement. Les portes torii qui marquent le passage du profane au sacré sans être des barrières physiques. Les ponts qui traversent des bassins, créant un moment suspendu entre 2 rives. Dans l'architecture contemporaine, certains créateurs explorent délibérément la liminalité. Peter Zumthor, dans ses termes de valse en Suisse, crée une séquence spatiale extraordinaire. On descend dans la montagne, à travers des espaces progressivement plus sombres, plus intimes. L'architecture devient une série de transitions, de la lumière à l'ombre, du bruit au silence, du public au privé. L'expérience du bain thermal devient ainsi un voyage, une transformation, pas seulement une fonction. Tadao Ando,
architectes japonais, utilisent souvent de longs couloirs étroits qui ne semblent mener nulle part. Ces passages créent de l'anticipation, de la tension, une sensation d'être entre deux états. Quand finalement l'espace s'ouvre, la libération est amplifiée par la compression préalable. Les espaces liminaux nous rappellent que l'architecture n'est pas seulement une question de pièces et de fonctions. Les espaces entre les espaces comptent autant que les espaces eux-mêmes. Les transitions, les seuils, les passages façonnent notre expérience peut-être plus profondément que les destinations. Car la vie elle-même est faite de transitions. Nous sommes toujours en train de passer d'un état à un autre. Et une architecture qui reconnaît cela, qui honore les entre-deux, qui crée des espaces pour la transformation. Cette architecture résonne avec notre expérience la plus profonde d'être humain. Le silence et le vide. L'architecture occidentale a longtemps célébré le plein. Les masses, les volumes, les ornements, ce qui est présent, visible, matériel. Mais il existe une autre approche, une philosophie qui accorde autant d'importance au vide qu'au plein, au silence qu'au bruit, à l'absence qu'à la présence. Dans la philosophie taoïste, le vide n'est pas un manque. C'est un potentiel, une ouverture, un espace de possibilités. Le Tao Te Ching dit « Nous façonnons l'argile pour faire un pot, mais c'est le vide intérieur qui rend le pot utile. Nous perçons des portes et des fenêtres pour faire une maison, mais c'est le vide qui rend la maison habitable. Le vide n'est donc pas secondaire, c'est l'essence même de l'utilité architecturale. » Cette philosophie imprègne profondément l'architecture japonaise. Les maisons traditionnelles japonaises utilisent le minimum de murs fixes, des cloisons coulissantes, des fusuma et des shoji qui peuvent être ouvertes pour créer un grand espace continu ou fermées pour diviser. L'espace lui-même est flexible, fluide, sans définition rigide. Les pièces n'ont pas de fonction fixe. Un même espace peut servir de chambre la nuit et de salon le jour, simplement en changeant les meubles mobiles. Cette approche crée une relation différente à l'espace. Plutôt que des boîtes spécialisées, des conteneurs rigides pour des fonctions spécifiques, les maisons japonaises offrent des espaces ouverts, adaptables, où la vie peut se dérouler de multiples façons. Le vide devient central. C'est ce qui permet l'adaptation, la transformation, le changement. Cette esthétique du vide se manifeste aussi dans les jardins zen, les jardins secs, les carrés en suie, comme celui du temple Ryoanji à Kyoto. 15 rochers disposés sur un lit de gravier blanc, soigneusement ratissé. Presque rien, et pourtant tout. L'essentiel n'est pas dans les rochers, mais dans l'espace entre eux, dans le gravier qui évoque l'eau, dans le vide qui invite la contemplation. Cette approche du vide trouve un écho dans l'architecture minimaliste contemporaine. Des architectes comme John Pawson ou Tadao Ando créent des espaces d'une simplicité radicale. Des murs nus, des surfaces uniformes, très peu de meubles, presque aucune décoration. Au premier regard, ces espaces peuvent sembler austères, froids, vides, mais pour ceux qui les habitent, qui passent du temps avec eux, quelque chose de différent émerge. Le vide crée du calme. Dans un monde surchargé de stimulation, d'objets, d'informations, de distractions constantes, un espace vide offre du repos pour l'esprit. Il n'y a rien à regarder, rien qui sollicite l'attention, juste la présence silencieuse de l'espace lui-même. Et dans ce calme, paradoxalement, on devient plus conscient des petits détails, la façon dont la lumière se déplace sur un mur blanc au fil de la journée, l'ombre d'une branche d'arbre projetée par une fenêtre, le grain subtil du béton, la texture du bois. Ces détails, qui seraient noyés dans un espace encombré, deviennent perceptibles, significatifs, contemplatifs,
le silence architectural fonctionne de la même façon. Certains bâtiments sont bruyants visuellement, ils multiplient les formes, les couleurs, les textures, ils crient pour attirer l'attention. D'autres pratiquent le silence. Ils utilisent donc des matériaux uniformes, des géométries simples, des palettes réduites. Ce silence n'est pas un manque d'expression, c'est une expression différente, plus subtile, qui demande une attention différente. La chapelle de Ronchamp, conçue par Le Corbusier, illustre ce silence malgré sa forme sculpturale complexe. Les murs épais, les petites ouvertures colorées, l'espace caverneux. Tout contribue à créer une impression de silence profond, presque palpable. Même les couleurs vives des vitraux ne brisent pas ce silence. Elles le ponctuent, comme des notes isolées dans un long silence musical. Peter Zumthor, dans sa chapelle Brüder Klaus en Suisse, va encore plus loin. Un espace intérieur sombre, conique, fait de béton brut. Aucune décoration, aucun objet, juste l'espace nu. La lumière entre par un oculus au sommet, créant un rayon qui descend dans l'obscurité. Le silence de cet espace est absolu, méditatif, presque écrasant dans son intensité. C'est un lieu qui ne peut être appréhendé qu'en ralentissant, en se taisant, en s'ouvrant à la présence silencieuse. Mais le vide et le silence architecturaux ne sont pas seulement esthétiques, ils ont aussi des dimensions pratiques et psychologiques. Des études montrent que les environnements visuellement complexes augmentent le stress cognitif. Notre cerveau doit constamment traiter l'information visuelle, identifier les objets, évaluer les patterns, naviguer dans la complexité. Dans un espace vide, cette charge cognitive diminue, permettant au cerveau de se reposer, de se concentrer sur d'autres choses ou simplement d'être. C'est pourquoi de nombreuses traditions contemplatives utilisent des espaces dépouillés. Les cellules monastiques, les salles de méditation, les chapelles de retraite, tous minimisent la distraction visuelle pour faciliter le recueillement intérieur. Mais il y a un équilibre subtil à trouver. Trop de vide peut devenir oppressant, créer de l'anxiété plutôt que du calme. Un espace totalement vide, sans aucun point de référence, peut désorienter, faire perdre l'échelle, créer un sentiment d'isolement angoissant. Le vide architectural efficace n'est donc pas un vide absolu, c'est un vide habité. Habité par la lumière, par les textures subtiles, par les proportions soignées, par une présence discrète mais perceptible. Les maîtres japonais du thé ont développé un concept appelé Yohaku Nobi, la beauté du vide. Dans la cérémonie du thé, chaque geste est mesuré, chaque objet a sa place précise. Mais entre les gestes, il y a du silence, entre les objets, il y a du vide. Et c'est ce vide qui donne du sens au plein, ce silence qui rend les sons significatifs. En architecture, le vide fonctionne de la même façon. Un mur nu met en valeur la fenêtre. Un espace vide accentue l'importance des rares objets présents. Le silence d'une pièce amplifie les sons qui y surviennent. Le vide n'est pas un manque, c'est un amplificateur, un révélateur, un espace de respiration. Et dans un monde de plus en plus saturé, encombré, bruyant, l'architecture qui ose le vide et le silence offre peut-être ce dont nous avons le plus besoin. Un espace pour respirer, pour penser, pour être, simplement être. Les hasards harmonieux. Parfois, les plus beaux moments architecturaux naissent par accident. Un rayon de soleil qui pénètre de façon inattendue, une ombre portée qui crée un pattern non anticipé, une imperfection dans un mur qui devient un point focal. Ces accidents, ces hasards révèlent quelque chose de profond sur l'architecture, qu'on ne peut pas tout contrôler, tout prévoir, tout planifier, et que parfois, c'est précisément ce qu'on n'a pas contrôlé qui crée la magie.
L'architecte Louis Kahn aimait dire « Même une brique veut être quelque chose ». Il ne s'agissait pas de romantiser les matériaux, mais de reconnaître que chaque matériau possède ses propres propriétés, ses propres tendances, sa propre volonté. Le bois veut se courber selon son grain, la pierre veut se fendre selon ses veines, le béton veut couler et se solidifier selon sa propre logique. Un bon architecte, selon Kahn, ne combat pas ces tendances, il travaille avec elles, il les embrasse, il découvre ce que les matériaux veulent devenir. Cette approche crée une ouverture au hasard. Si vous contrôlez rigidement chaque aspect, si vous imposez votre volonté absolue sur les matériaux, vous obtenez quelque chose de parfaitement conforme au plan, mais vous perdez aussi les accidents heureux, les découvertes inattendues, les moments où le matériau lui-même suggère quelque chose de meilleur que ce que vous aviez imaginé. Les artisans traditionnels comprenaient cela intuitivement. Un maçon qui travaille la pierre à la main, jour après jour, développe une intimité avec le matériau. Il sent où la pierre va se fendre, où elle va résister, où elle va révéler des couleurs inattendues. Et il ajuste son travail en conséquence, pas rigidement selon un plan, mais en dialogue avec la matière. Le résultat possède une qualité organique, une irrégularité subtile qui reflète le processus de fabrication, les décisions locales, les adaptations moment à moment. L'architecture industrielle moderne a largement perdu cette dimension. Les matériaux sont standardisés, uniformes, prévisibles. Les processus de construction sont mécanisés, répétitifs, contrôlés. On peut construire des bâtiments identiques à des milliers d'exemplaires, chaque brique exactement à sa place, chaque surface parfaitement lisse. C'est efficace, économique, fiable, mais quelque chose se perd. Certains architectes contemporains tentent de réintroduire une part de hasard contrôlé. Ils utilisent des coffrages texturés pour le béton qui laissent des empreintes irrégulières. Ils choisissent des matériaux qui vieillissent de façon non uniforme, qui développent une patine, des taches, des marques du temps. Ils conçoivent des façades avec des éléments qui peuvent se déplacer, bouger avec le vent, créer des patterns changeants. Le facteur temps lui-même introduit du hasard dans l'architecture. Un bâtiment neuf est un, mais le même bâtiment après 10 ans, 20 ans, 50 ans devient autre chose. La pluie marque certaines surfaces, le soleil décolore certains matériaux, les plantes commencent à pousser dans les interstices, des réparations ajoutent des couches. Ces transformations peuvent être vues comme des dégradations, des altérations du design original, mais elles peuvent aussi être vues comme un enrichissement, une participation du temps et du hasard à l'œuvre architecturale. Au Japon, cette dimension temporelle est intégrée dans l'esthétique. Le concept de wabi-sabi, dont nous avons parlé plus tôt, embrasse le vieillissement, l'usure, la transformation. Un temple en bois qui grisonne avec les années, un jardin de mousse qui change au fil des saisons, un bol de céramique dont la glaçure se craquelle lentement. Tout cela n'est pas vu comme une perte, mais comme un gain, une accumulation de temps, une collaboration entre l'artisan et les forces naturelles. En Occident, nous avons tendance à vouloir préserver l'état original, restaurer, maintenir. Quand un bâtiment historique se détériore, nous le restaurons pour qu'il ressemble à son état neuf. Nous effaçons les marques du temps, nous éliminons les additions ultérieures, nous recherchons l'authenticité de l'original. Mais paradoxalement, en faisant cela, nous créons quelque chose de faux. Un bâtiment qui semble avoir 500 ans, mais dont tous les matériaux sont neufs. Un bâtiment gelé dans le temps, incapable de vieillir, d'accumuler son histoire. Il y a quelque chose de profond dans l'acceptation du hasard et du temps. C'est la reconnaissance que nous ne sommes pas les maîtres absolus, que nos créations, une fois lancées dans le monde, développent leur propre vie, et qu'elles interagissent avec les éléments, avec les gens, avec le temps, et que ces interactions les transforment, et que ces transformations ne sont pas des corruptions de notre vision, mais des continuations, des enrichissements. L'architecture la plus vivante,
la plus aimée est souvent celle qui porte les marques de cette collaboration avec le hasard. Les vieilles villes européennes, avec leurs rues usées par des millions de pas, les temples asiatiques, avec leurs bois patinés par des siècles d'encens, les places publiques, polies par d'innombrables passages. Ces lieux n'ont pas la perfection d'un design neuf, mais ils ont quelque chose de plus précieux, l'accumulation de vie, de temps, de hasard, une richesse que seul le temps peut créer, que seul le hasard peut sculpter. Et peut-être que la leçon finale de l'architecture du hasard est celle-ci, que nous devons apprendre à lâcher prise, à créer avec intention mais sans rigidité, à concevoir des cadres plutôt que des diktats, à inviter le hasard, le temps, la vie à participer à l'œuvre. Car l'architecture n'est pas un objet fini, c'est un processus continu. Et les meilleurs bâtiments sont ceux qui peuvent évoluer, s'adapter, accueillir le hasard, ceux qui deviennent plus beaux en vieillissant, plus riches avec le temps, plus vrais par l'accumulation d'accidents harmonieux. Laissez maintenant ces pensées vous accompagner doucement. Les proportions dorées qui structurent silencieusement le monde, les symétries brisées qui créent la vie, les fractales qui répètent l'infini dans le fini, les nombres cachés dans la pierre, l'ordre qui émerge du chaos, les seuils qui marquent les passages, le vide qui rend l'espace habitable, le silence qui révèle les sons, le hasard qui sculpte la beauté. Toutes ces architectures invisibles qui tissent notre expérience de l'espace, ces structures cachées qui parlent à notre perception sans que nous le sachions. Respirez profondément. Sentez votre corps s'alourdir. Laissez ces formes, ces proportions, ces équilibres se dissoudre doucement dans vos pensées qui ralentissent. Vous êtes entouré d'architectures invisibles, même maintenant, même dans l'obscurité. Les proportions de votre chambre, les transitions entre les espaces, les ombres qui dessinent des patterns, tout cela continue sa danse silencieuse pendant que vous glissez vers le sommeil. Et peut-être que dans vos rêves, vous marcherez dans des espaces impossibles, des salles aux proportions parfaites, des couloirs qui mènent ailleurs, des seuils entre les mondes, où le hasard et l'ordre dansent ensemble, créant des architectures que seul le sommeil peut révéler. Si ce voyage vous a touché, vous pouvez soutenir Sommeil et Savoir en vous abonnant à la chaîne et peut-être partager ces explorations nocturnes avec ceux qui, comme vous, cherchent la connaissance dans le calme. Dormez bien, entouré par les formes invisibles, bercé par l'architecture du hasard.